Jean-François Faure, bonjour. On se retrouve pour une nouvelle émission qui a changé de nom. On remet un peu les compteurs à zéro en raison des événements. Il y a une guerre aux portes de l'Europe. Il y a 2 ans, on se retrouvait, c'était déjà la guerre. Le président de la République française parlait de guerre. On parlait là du Covid, c'était en mars 2020. Aujourd'hui, la situation a changé et l'or bat des records. On va donc parler de l'or valeur refuge, la vraie valeur refuge. Donc déjà, pourquoi parle-t-on toujours de valeur refuge? Alors bon, déjà un grand plaisir de se retrouver pour cette nouvelle item, malheureusement dans un contexte qui est peut-être encore moins positif ou réjouissant que ce qu'on en avait pu vivre il y a 2 ans. Et effectivement, on parlait déjà de guerre, on parlait aussi de l'or, puisqu'à ce moment-là, il était là pour couvrir des pertes assez massives sur des places de marché qui s'effondraient. On se souvenait de Dow Jones, de CAC 40 qui perdait 30-40%. On avait même un pétrole qui était sur une valeur négative. On avait un baril de pétrole à moins de 30 dollars, c'est-à-dire que les gens ne voulaient pas être livrés de leur pétrole. Aujourd'hui, on est sur des matières premières qui explosent, donc un baril de pétrole qui lui est plutôt à 140 dollars. On est sur du blé qui a fait x2 en quelques semaines. Et donc, on a une guerre au sein de l'Europe. Ce n'est pas à nos frontières, c'est au cœur de l'Europe, en Ukraine. Et l'or qui bat des records. Donc depuis plusieurs jours, on est sur ce genre de record. Et peut-être que les nouveaux sont en train de découvrir le fait que l'or soit une valeur refuge. Alors, en fait, des gens qui le connaissent, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va peut-être plutôt s'adresser à ces nouveaux qui découvrent l'or ou qui tentent de le redécouvrir, et peut-être moins à ceux qui savent déjà que c'est une valeur refuge. Oui, l'or est une valeur refuge, ça fait 5000 ans qu'il est. Oui, l'or est une monnaie aussi. Alors, il y a eu des époques où c'était une monnaie officielle. Aujourd'hui, c'est peut-être plus une monnaie officieuse. Aujourd'hui, de fait, c'est la 3e monnaie au monde. On a le dollar, on a l'euro qui est en train de perdre de la valeur, et on a l'or qui est une monnaie aujourd'hui d'échange entre des pays contre lesquels on est soit en tension, voire même directement en conflit. Et donc l'or va traduire aujourd'hui l'état de ce monde, parce que c'est une matière vers laquelle, entre guillemets, il est relativement simple de revenir, parce que c'est un actif qui est physique, c'est un actif qui aujourd'hui est géré par aucun pays de manière bien précise. Le dollar, c'est les États-Unis, l'euro, c'est l'Europe, l'or, c'est à la fois personne, et c'est tout le monde, et c'est ce qui en fait sa force. D'une certaine manière, c'est peut-être les qualités des crypto-monnaies, mais depuis 5000 ans, et sans avoir besoin d'électricité. Je vais revenir sur le début de votre intervention. C'est intéressant parce que on a dit que l'or était une valeur refuge et vous avez déjà décrit 2 situations qui sont totalement différentes. En mars 2020, Covid, vous avez expliqué là que c'était une valeur refuge pour la finance. Je sauve mes marges, je suis investisseur, mon portefeuille est en train de s'effondrer, je sauve mes marges avec l'or qui lui monte. Et là, en mars 2022, c'est plus la même chose. On n'est pas en train de sauver des marges. L'or est devenu une valeur refuge culturelle. J'ai peur, je me rabats sur l'or. Et surtout, il va y avoir de l'inflation, il va manquer de matières premières et donc l'or reprend de la valeur. Oui, exactement. En fait, l'or est un actif à géométrie variable. C'est à la fois un actif, mais c'est même aussi initialement même une matière première utilisée pour des choses qui n'ont rien à voir avec le monde de la finance. De base, ce sont les bijoux. 60% de l'usage de l'or en temps normal, on l'utilise pour faire des bijoux que l'on porte, que l'on offre. Donc déjà, c'est basé sur une volonté ou une envie qui n'a rien à voir avec la guerre ou la peur. C'est plutôt même l'amour. Et pour autant, c'est à tort, on va le retrouver, comme vous le dites, dans une logique de préservation de sa valeur en cas de crise financière, monétaire. Donc ça, on l'a vu clairement il y a 2 ans. Et aujourd'hui, il retrouve une position qui est carrément celle d'un bouclier, de protection de sa liberté, voire même dans certains cas peut-être de la continuité
de son confort de vie ou peut-être même tout court de sa vie. On en revient un petit peu à cet or comme certains de ces pilotes pendant des périodes de conflit qu'ils avaient caché dans la doublure de leur combinaison. Et souvent, c'était même des pièces d'or, non pas de leur pays, mais du pays dans lequel ils opéraient militairement, justement pour pouvoir négocier leur liberté. Et même aujourd'hui, on en revient un petit peu à cette forme d'or qui est, de toute manière, étant une matière universelle reconnue partout dans le monde, que ce soit par un trader de Wall Street ou même par une peuplade du fin fond de la Guyane, l'or, on en connaît la valeur. Et le pire, c'est que même cette valeur, elle est aujourd'hui universelle. Qu'on la quantifie en dollars, qu'on la quantifie en euros, qu'on la quantifie dans une autre matière, en pétrole, c'est ce que font aujourd'hui certains pays, au final, on arrive toujours à peu près à une même valeur d'équilibre. Et cet équilibre, on a depuis des centaines ou des milliers d'années, et c'est ce qu'aujourd'hui, on recherche. Et l'avantage aussi de cet or, qui est finalement à géométrie variable, c'est que c'est une matière qu'on va pouvoir négocier numériquement. Tous les jours, il s'en échange rien que sur la place de Londres entre 800 et 1000 tonnes. Évidemment, ce n'est pas de l'or physique qui est bougé sur des transpalettes, c'est de l'or papier, c'est de la réplication d'or physique qui est dans une moindre mesure présent dans des coffres, mais aussi c'est de l'or qui va être physique, qui peut être dans son domicile, c'est de l'or que l'on peut porter sur soi comme justement un bijou. Et en fait, c'est ça qui est la force de l'or, c'est qu'il a une diversité d'usages, de représentation et même d'affect qui est, je dirais, qu'on ne voit sur rien d'autre. Même nos monnaies n'ont pas une telle diversité de représentation. Avec un billet, ok, on va pouvoir acheter quelque chose, mais on ne peut pas en faire plus. Avec une pièce en or, on peut la refondre, on peut décider d'en faire un bijou, d'en faire un microprocesseur. Enfin, c'est une richesse inouïe. Et c'est ça en fait qui est la force de l'or, c'est qu'à tout instant, on peut revenir dessus pour une raison qui n'est peut-être pas la même la veille. Alors c'est une valeur d'indépendance, et le premier qui l'a utilisé comme ça, c'est quand même Vladimir Poutine qui, en 2018, décide de reconstituer les stocks d'or de la Russie de manière importante, et surtout de se débarrasser de ces dollars. C'est-à-dire que lui a vraiment utilisé ou utilise l'or, à partir de 2018, vraiment comme une valeur d'indépendance, finalement parce qu'il sait qu'on va s'attaquer à son économie à partir du moment où il attaquera l'Ukraine. Tout à fait. Alors effectivement, aujourd'hui, typiquement, d'ailleurs, la Russie est le 5e pays en matière de quantité d'or détenu. On est à peu près aux alentours de 2300 tonnes. La France, c'est à peine au-dessus, hein, c'est 2342, je crois. Pour autant, Poutine, en fait, n'a fait qu'emboîter le pas dans un mouvement qui était déjà en place, et j'ai même plutôt, en fait, avant par les Chinois. C'est-à-dire qu'une fois la crise financière de 2008 lancée, les Chinois se sont dit, il faut qu'on se désengage du roi dollar. Aujourd'hui, on est trop exposé. Et cette surexposition au dollar, qui était en fait un danger pour eux, parce que les États-Unis étaient à la fois leurs clients, leurs fournisseurs, Le gendarme, pour certains enfin, c'est une question de leadership en fait. oui, Hein. exactement. Et sur le coup, c'est un peu comme si vous déteniez, je sais pas, vous avez une concession automobile et vos clients sont à la fois les propriétaires de la concession, c'est eux qui vous font les crédits, mais c'est eux à qui vous vendez les voitures. En fait, à un moment donné, il y a un conflit d'intérêts qui n'est pas gérable et généralement, ça finit mal. Donc les Chinois avaient compris ça et au début, ils ont commencé à acheter de manière massive de l'or par le biais de la Banque centrale. Et ils se sont rendus compte qu'à chaque fois qu'ils achetaient, ça faisait grimper le prix. Donc, hop, changement de politique. On libéralise l'achat d'or au niveau de la population. Et là, finalement, on est devenu dans une logique d'anonymat d'achat de l'or qui a permis à la Chine d'accumuler massivement de l'or sans que trop ça se voit, puisque finalement c'était fait de manière très parcellaire et c'est une population de millions d'habitants qui l'a fait. Et on a à ce moment-là redonné une forme de valeur monétaire à l'or, plutôt côté Chine. Et ensuite, ça a été un signal porteur pour tous les autres. C'est-à-dire que tous ceux qui décidaient de s'affranchir du dollar, à ce moment-là, étaient dans cette posture d'accumuler de l'or, parce que qu'est-ce qu'on se dit? Dans le pire des cas, je peux faire du commerce avec la Chine, qui est en train de mettre en place une forme de quasi-monnaie qui, elle, est convertible avec l'or, qui est adossée, je dirais, de facto à de l'or, et qui va nous permettre donc de faire voilà, du commerce au quotidien sans devoir passer par des banques qui pourraient nous sanctionner s'il y avait un problème. Et c'est exactement ce qu'on a vu avec l'Iran.
C'est ce qu'on a vu avec le Venezuela, c'est même ce qu'on a vu avec la Turquie. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui coince, parce que pour X raisons on ne peut pas faire de commerce avec les devises ou avec les banques classiques, hein, puisque dollar ou euro, c'est nécessairement lié à une banque. Sur le coup, l'or, lui, il est moins lié à une banque parce qu'on peut le mettre sur un transpalette, quoi. C'est aussi la réalité est proche de la caricature, enfin, voire même des fois strictement identique à la caricature. Et ça, c'est des choses qui ont effectivement été intéressantes dans des logiques de résilience de ces pays qui étaient trop exposés au dollar. Alors, quand on voit une guerre, on voit des choses qui s'accélèrent et des mouvements qui s'amplifient. On l'a vu le 24 février, début de l'attaque russe. L'or explose, ou en tout cas va vers ses records historiques, en euros, pas en dollars, et les crypto-monnaies flanchent. La bourse flanche. Pour quelles raisons? En fait, l'or s'est mis à flamber, et alors que notamment les crypto-monnaies qui auraient pu grimper, elles ont baissé. Alors, sur les cryptos, il y a différents facteurs. Alors déjà, un facteur assez spécifique, c'est que le pays qui est touché par cette guerre, c'est l'Ukraine. L'Ukraine était un pays où il y avait quand même du minage de crypto, Il y a de très bons informaticiens. de très bons informaticiens. Donc enfin, il y avait un vrai sujet là-dessus. Et là, sur le coup, on se retrouve avec une ressource de production de Bitcoin et d'infrastructure en fait pour les résolutions de transactions Bitcoin en moins, puisque première chose que les armées de Poutine ont pu faire, c'est de hacker le pays dans son intégralité. Donc je ne sais pas ce qu'il en est des fermes de minage, mais j'imagine qu'aujourd'hui elles doivent un peu moins bien marcher. Donc ça, c'était un premier aspect. Ensuite, ce qu'il faut se dire, c'est que je dirais que la population, entre guillemets, cryptophile des débuts de la crypto a évolué et aujourd'hui, on est peut-être moins sur cette population libertaire des débuts et aujourd'hui, on est peut-être plus sur une population, entre guillemets, professionnelle et professionnalisée qui utilise en fait les mêmes leviers, les mêmes raisonnements que l'industrie de la finance. C'est du trading. C'est du trading. Et c'est tellement du trading que nos fameux petits robots de trading dont on parlait il y a 2 ans et qui en fait étaient ceux qui avaient décidé que le pétrole devait être dans un territoire négatif pour ne pas le faire livrer, aujourd'hui ce sont les mêmes aussi qui tradent le Bitcoin et ils considèrent que au regard des informations sur les cyberattaques, sur la disponibilité de fermes de minage en Ukraine, sur peut-être des arbitrages par rapport à d'autres valeurs, notamment l'or par exemple. Mais à ce moment-là, peut-être qu'il faut se désinvestir du Bitcoin qui reste un actif. Aujourd'hui, ce n'est pas une monnaie, ça reste un... C'est pas une valeur refuge. Eh ben, C'est pas une réserve de valeur. alors c'est ce qu'on pensait peut-être jusqu'à il y a quelques temps, mais on l'a déjà vu il y a 2 ans, en mars 2020. Alors on se dit peut-être que c'est un malentendu, mais en tout cas clairement c'était pas une valeur refuge à ce moment-là, mais on se dit c'est peut-être parce que c'est le Covid. Là aujourd'hui c'est une guerre et c'est pas non plus une valeur refuge. Donc ça je pense que c'est peut-être ancré maintenant dans les esprits. Le Bitcoin a plein de, enfin le Bitcoin, quand je dis Bitcoin c'est Bitcoin crypto, a plein de qualités comme peut-être potentielle monnaie, quasiment monnaie opérationnelle. On le voit, ça commence à marchouiller dans certains pays. Mais au final, face à une vraie problématique, aujourd'hui, l'infrastructure, entre guillemets, ne suit pas et la volonté des gens qui négocient ce genre d'actifs ne suit pas non plus. Et donc aujourd'hui, peut-être les baleines du passé qui négocient aujourd'hui le Bitcoin ne sont plus celles d'aujourd'hui. Et celles d'aujourd'hui s'en défont parce qu'elles ont autre chose à faire. Aujourd'hui, parce que ce sont enfin, ce sont des spéculateurs, quelque part, il faut le dire clairement. Et quand on est spéculateur, aujourd'hui, plutôt que d'acheter du Bitcoin, on fait quoi? On achète du palladium, on achète de l'or, et, évidemment, on achète du blé, on achète du gaz, De l'électricité, de l'électricité, etc. Donc on a plein d'autres choses aujourd'hui quand on est un trader actif et je veux dire un petit peu froid, et c'est pour ça souvent je dis que ce sont des robots, parce qu'effectivement ce sont des vrais robots, eux ils ne se posent pas la question si le fait de faire grimper le blé, ça va affamer toute l'Afrique. Hein. Ce n'est pas le sujet de ce genre de raisonnement. Et bien voilà, aujourd'hui l'arbitrage se fait au profit de ce genre d'actifs sur lesquels on fait du x2, x3. Je reparlais tiens, du palladium, on en parlait en décembre dernier, lors de notre rencontre annuelle,
quand on a justement lancé platine palladium, parce que je considérais que c'était des matières sur lesquelles se positionner, parce que ce sont des métaux de la transition énergétique, puisque la production d'hydrogène vert passera de toute manière par l'usage de ces métaux qui rentrent dans la chaîne de valeur globale. Sur le coup, Grambian a fait à ceux qui en ont acheté à ce moment-là, puisque sur le palladium, ils ont fait x2. Décembre, c'était hier. Voilà. Le Bitcoin n'a pas. C'est relativement rare quand il fait. Finalement, le Black Swan de votre rencontre annuelle 2021 est arrivé extrêmement vite. Oui, alors là, sur le coup, Black Swan, c'était pas un signe noir, c'était carrément un Antonov 225 ou un Beluga, hein. C'est quelque chose qui s'est posé massivement, qu'on n'imaginait pas, en tout cas nous, en tant qu'Européens. Alors après, plein d'observateurs nous diront, vous aviez un gros biais cognitif, parce que tout ce qui se passe maintenant, globalement, on sait depuis 2014 que ça allait se produire, c'est juste que vous n'aviez pas envie d'y croire, parce que ce n'était pas possible, c'était inimaginable. Bon, Malgré le général Desportes qui était invité de cette rencontre et qui nous a bien dit tout ça. Exactement, le général Desportes nous a décrit par le menu tout ce qui allait se passer, pareil en décembre, et ça s'est produit. Donc c'est vrai que involontairement, on est toujours plutôt bien positionné sur le futur. Malheureusement, c'est plutôt toujours un petit peu négatif ce qui se produit après. Donc j'espère qu'on ne va pas prédire quelque chose d'encore plus négatif aujourd'hui. Revenons sur l'or. Je suis un particulier. J'entends partout que l'or bat des records. Encore cette semaine, on n'est même pas à la mi-mars, nouveau record historique en euros. On s'approche des 2020 $, donc à mon avis le record en dollars va tomber assez rapidement. Je suis particulier, je me dis que je fais quoi? C'est trop tard, il ne faut plus acheter de l'or, j'aurais dû y penser avant. L'or est cher, ma bonne dame. En fait, ça, c'est la phrase que l'on me sort depuis que j'exploite ocoff.com. Donc ça va faire 13 ans. Depuis 13 ans, j'ai des gens qui me disent « Ah mais là, je vais peut-être pas acheter parce que l'or est cher. » Donc l'or est cher, ça on me le disait quand il était à 700 €, on me le disait quand il était à 1100, on me le disait à chaque fois. Mais en fait, l'or, quand on a compris comment il fonctionne, déjà, pourquoi on doit en détenir et quand on doit le vendre, la notion de l'or est cher n'a plus de sens. Alors donc là, je vais un petit peu redénouer le raisonnement pour expliquer. En fait, il faut plutôt partir du principe que la valeur de l'or, elle est plate. Ce qui nous fait croire que l'or est cher, c'est que surtout, tout simplement, nos monnaies s'érodent. Et donc, ça devient cher d'acheter ce fameux or qui a une valeur plate avec une monnaie qui perd la valeur. En ce moment, la monnaie qui perd la valeur, c'est typiquement l'euro. On était, il y a encore quelques mois, à 1,20 $. Aujourd'hui, on est quasiment à 1 $. Donc, on est à peu de choses près. On est proche de la parité. Voilà, on a perdu 10-15%. Aujourd'hui, on n'est pas loin de la parité. Ça, sur un cours de l'or, c'est immédiatement impacté. Ça se traduit dans le cours de l'or de manière immédiatement radicale. Ça, donc, les gens ont du mal à l'anticiper dans ce sens. Alors ensuite, cet or qui peut vous sembler cher, il faut aussi se rappeler pourquoi on l'achète. Si vous achetez de l'or dans une logique de trading, c'est-à-dire aujourd'hui, je veux l'acheter au meilleur prix pour le revendre demain, peut-être que c'est même pas l'or qu'il faut acheter parce que c'est peut-être pas là-dessus qu'il faut se positionner. Il y a, dans ce cas-là, aller sur le blé, aller sur le gaz, aller peut-être sur les cryptos parce qu'en ce moment elles sont peut-être un peu basses et vous ferez x2 peut-être plus tard. Non, l'or on l'achète pas pour ça. L'or en fait on l'achète pour pouvoir le revendre dans une posture de danger imminent pour son épargne ou pour soi. Et si on a eu la chance de ne pas être dans un danger imminent forçant à le revendre, et bien dans ce cas-là, on le transmet à la génération suivante. Je le répète à chaque émission qu'on a pu faire, je le répéterai à la suivante, c'est la seule raison d'acheter de l'or. C'est vous l'achetez aujourd'hui pour vous prémunir des dangers de demain, et si vous n'avez pas de danger, vous le transmettez. Donc, repartant de ce principe, quand, imaginons, tiens, ça c'est l'exemple aussi intéressant à prendre, vous avez une maison qui n'est pour X raison pas assurée, et vous savez que demain, elle peut brûler. Quand je dis demain, c'est demain. Quel prix vous seriez prêt à mettre pour assurer cette maison qui va brûler demain et, si vous n'êtes pas assuré, qui vaudra 0? Et en fait, ça, c'est exactement la même question qu'on doit se poser sur l'or. Quel prix je suis prêt à payer aujourd'hui pour me prémunir demain d'un éventuel danger
qui de toute manière ne pourrait être à ce moment-là comment dire, couvert que par la valeur prise par l'or. Mais même si c'est une valeur qui a baissé, à ce moment-là, vous ne pourrez peut-être vendre que de l'or. Donc la valeur par rapport au reste de votre monnaie, finalement, on s'en fiche. Vous voyez, c'est ce biais cognitif qu'il faut essayer d'éviter pour, sur le coup, ne pas acheter de l'or pour les mauvaises raisons. Et puis aussi, à contrario, ne pas le revendre aussi pour les mauvaises raisons et dans les mauvaises circonstances. L'or, on ne le revend pas pour faire un voyage aux Baléares. L'or, on ne le revend que quand on a le couteau sous la gorge ou que par exemple on a une période à titre personnel un peu difficile à passer. Dans ce cas-là, quel que soit le prix de l'or, on le revend parce qu'on en a besoin à ce moment-là. Voilà. Alors après, le raisonnement c'est, mais l'or, on l'achète quand et comment? Alors ça c'est un autre sujet. Alors je peux un petit peu détailler très vite fait là-dessus. Je sais que vous aurez des questions un peu spécifiques, mais globalement l'or, pour quelqu'un qui le découvre aujourd'hui, il peut considérer qu'il a une valeur qui est très importante. Pour autant, il faut peut-être déjà qu'il rentre. Est-ce qu'il doit faire tapis? Certainement pas. L'or, c'est pas comme ça qu'on l'acquiert. On essaie d'être à peu près neutre sur les cours de l'or, donc on en achète régulièrement. Il vaut mieux en mettre un tout petit peu tous les mois, plutôt que d'arriver faire un one-shot et après ne pas avoir la possibilité de se repositionner dessus. Ok pour acheter de l'or petit à petit, en profitant par exemple des corrections, des retours vers les supports pour ceux qui aiment l'analyse technique. Mais je fais comment? C'est-à-dire que demain je vais dans une boutique, je demande à mon banquier, parce que la réalité elle est là, ou j'achète de l'or papier, c'est-à-dire que j'achète des trackers ou des ETF et dans ces cas-là je fais de la bourse. Comment on fait ça? Bon, alors déjà, on va immédiatement évacuer ce dont on ne veut pas parler et qu'on ne va pas acheter dans la logique que j'ai décrite, qui est une logique de résilience. Donc on va évacuer tout ce qui est hors papier. Donc l'or papier, on ne va pas en acheter. C'est un très bel actif, mais pour un autre usage. L'or papier, on l'achète pour faire du trading. On l'achète le matin, on le revend le soir, on l'achète aujourd'hui, on le revend dans une semaine parce qu'on a une possibilité de prendre 4-5% dessus. On se renforce à la baisse. Ok, c'est du trading. Au même titre qu'on fait du trading sur les cryptos, on fait du trading sur des actions. C'est autre chose. C'est pas de ça dont on parle. Là, on est plutôt dans une logique D'or physique, d'or c'est-à-dire qu'on physique. se retrouverait avec des lingots, des pièces, C'est ça. n'importe quoi, mais en tout cas de l'or C'est physique, de l'or physique du et, métal. et c'est quelque part, si je devais même le qualifier, c'est de l'or de guerre. C'est-à-dire de l'or qui est utilisable, mobilisable dans un contexte dégradé. Alors un contexte dégradé peut prendre plein de formes. Alors, je vais prendre un cas de contexte dégradé. C'était le grand confinement de 2020, où ceux qui avaient de l'or, ils en avaient déjà acheté, et là, ils avaient besoin de le revendre. Je prends toujours l'exemple de cette personne qui est gérante d'une boutique et qui, à ce moment-là, devait payer des salaires. Il n'y avait pas encore ni les PGE, ni le chômage partiel. Il a besoin de payer des salaires, peut-être de se payer, de passer un cap difficile. Il avait de l'or à la maison, il voulait le revendre. En fait, le problème, c'est que les boutiques de rachat d'or étaient fermées. Et si cet or, il n'est même pas à la maison, il avait dans un coffre dans la banque a fonctionné, sauf que la chambre forte était fermée. Donc vous étiez propriétaire de votre or, personne ne vous l'avait confisqué, personne ne vous l'avait volé, il était bien à vous, sauf que vous ne pouviez pas exercer votre pouvoir de revente, une forme de pouvoir libératoire de revente pour en tirer les profits et surtout pouvoir avoir des euros à ce moment-là, et vous n'y arrivez pas. Donc, conclusion, l'or, comment on l'achète? Puisque là on parlait de vente, mais finalement pour pouvoir le revendre, il faut l'acheter dans des bonnes circonstances. Alors ok, aujourd'hui on peut effectivement, à l'instant où on se parle, l'acheter dans des boutiques, on peut même l'acheter sur eBay, je crois même sur le Bon Coin, c'est peut-être possible. Globalement dans sa banque, c'est plus trop gérable. C'est difficile, les banquiers ne savent plus vous vendre votre or. Ils sont obligés de sortir le manuel du banquier, ils ne savent pas trop quoi faire. Ils Donc n'en ont pas dans les coffres. non, non, clairement pas. Ils sont obligés de même de le commander et l'intermédiaire par lequel il passe, aujourd'hui, son fonctionnement est devenu un petit peu compliqué. Donc voilà, et évidemment, il y a des offres plus digitales, comme par exemple au coffre, mais on a des confrères qui font le même métier. Et nous, en fait, quand on vend cet or, évidemment qu'il y a de l'or physique qui est stocké dans des coffres. Évidemment, il est tout aussi simple par notre biais de l'acheter que dans une boutique, mais on pense à quoi? Nous, on pense justement à la logique de revente. Et c'est là où des systèmes comme les nôtres sont un peu des game changers, qui permettent justement d'avoir une appréhension un peu plus à 360 degrés de la manière de détenir de l'or.
c'est que oui, pour ceux qui nous en commandent, on peut le livrer à domicile, pour ceux qui en veulent. Et nous, ça, on appelle plutôt ça des kits de survie, parce que c'est bien d'avoir un petit peu d'or, voire même un peu d'argent à la maison, effectivement, que vous planquez et que vous allez ressortir, mais pas nécessairement pour aller le revendre dans une boutique. Ça, c'est vraiment peut-être l'or de dernier recours que vous allez utiliser dans un monde qui serait dans un cas très particulier, qui ferait qu'à ce moment-là, l'or a une valeur qui supplante toutes les autres monnaies, et que d'ailleurs les autres monnaies ne seraient même pas reconnues, et vous utilisez ces pièces comme étant une monnaie du réel. Alors, on peut imaginer des choses qu'on a vues au cinéma, mais Exactement, dans la traversée de Paris, c'est du quasi Mad Max. voilà, ou la traversée de Paris, Exactement. on prend un Napoléon et on va l'échanger contre un cochon. Exactement, c'est de toute façon, typiquement la guerre de 39-45, quelqu'un qui avait commencé la guerre avec 200 Napoléons, il a pu passer avec sa famille tout ce cap difficile uniquement en ayant revendu ces Napoléons, sachant que au fur et à mesure que la valeur des Napoléons grimpait, parce qu'elle a grimpé fortement pendant la guerre, finalement les plus-values qui étaient en train de se faire sur l'or qui restait à cette personne compensaient presque quasiment magiquement ce qu'il avait déjà dépensé. C'était un truc un peu de fou. Bon, aujourd'hui, on est presque 100 ans plus tard, ce n'est pas évidemment tout à fait le même contexte, mais les leviers globalement sont les mêmes. Et sur de la détention physique stricte de l'époque, aujourd'hui, on va peut-être rajouter un volet digital qui permet, au même titre qu'avec sa banque, on peut faire les choses à distance avec un téléphone et avec Internet. Aujourd'hui, on a quand même cette capacité. Et l'Internet d'aujourd'hui, c'est peut-être un peu le téléphone de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire c'est quelque chose, c'est un instrument qui ne va pas être coupé de manière immédiate, parce que tout simplement ceux avec qui on voudrait se battre, eux aussi ils en ont besoin. Ça s'est vu en Ukraine, ils n'ont pas coupé Internet parce que les attaquants russes se servent d'Internet par le biais de leur téléphone cellulaire pour se contacter entre eux. On en est à ce niveau-là. Donc on part du principe que le digital est quand même aujourd'hui un support avec ses limites, peut-être avec ses dangers, mais qui est quand même quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour la transaction. Ce que vous dites, vous, il faut un panachage. Oui, c'est ça. Parce qu'on ne sait jamais. Internet peut être retardé, peut être empêché un peu. Exactement. Et donc, vous dites kit de survie avec de l'or physique à la maison et digital pour le reste. Et l'essentiel de son actif, voilà, par des systèmes comme les nôtres, parce que versus le fameux kit de survie qui lui prendrait une forme de valeur infinie, mais parce que tout le reste s'est effondré, donc lui on le laisse de côté. Ce qui est dans un système tel que le nôtre va garder, je dirais, une valeur à peu près cohérente par rapport à l'époque dans laquelle on est, typiquement comme ça se passe en ce moment, mais on pourrait être dans une logique un peu plus dégradée. Imaginez que vous êtes justement aujourd'hui en Russie, dans l'autre camp, et que vous avez de l'or sur un compte. Eh bien aujourd'hui cet or vous permet de compenser les effets de perte de valeur du rouble si vous avez des échanges avec des pays étrangers, etc. Peut-être que, par contre, ceux qui aujourd'hui sont en Ukraine, qui sont dans une logique qui est sur le coup beaucoup plus dégradée, eh ben, peut-être que certains, pour payer peut-être leur liberté, peut-être face à un assaillant, aujourd'hui seraient peut-être plus en posture, non pas de sortir leur monnaie locale, qui je pense ne va plus valoir grand-chose, mais seraient peut-être en posture de sortir peut-être de l'or ou de l'argent. Donc on a ces deux niveaux, parce qu'on est peut-être après dans des moments d'un conflit ou d'un moment de danger, on n'est pas au même niveau. Et donc une valeur qui serait donc en grande majorité plutôt dans un système tel que celui qu'on propose, c'est-à-dire garder dans des coffres tiers. Donc nous aujourd'hui, c'est les ports francs de Genève. Donc on est dans un des endroits les plus sécurisés au monde. Et un truc que j'aime à dire, c'est que même s'il y avait une bombe qui tombe dessus, ben, au pire ça fait fondre la porte. Mais ce qui est derrière, sa valeur reste. Donc même à distance, on pourrait continuer à négocier sur de la valeur, même fondue dans des coffres, parce qu'elle est toujours là, présente. Et c'est en fait c'est ça le concept. Ce qui a besoin d'être su et d'être garanti, c'est que cette valeur, elle est là. Un peu comme une forme de mini banque centrale qui ferait que aujourd'hui, quand vous, par le biais de Hocoff ou même de Veracash, vous négociez cet or, eh c'est un peu comme si vous avez une action un peu monétaire sur de l'or qui est dans une forme de banque centrale un peu privée qui vous est dédiée. Et c'est ça un peu la force de système qui digitalise de l'or physique, c'est que vous avez le meilleur des deux mondes, la rapidité, l'instantanéité, et à un moment donné, s'il faut revenir sur le physique strict, ben ça reste toujours possible. Oui, parce qu'un des reproches qu'on peut faire à l'or, pour ceux qui ne sont pas très fans de ce produit, c'est que c'est pas très liquide. Même si vous nous dites, en fait, le jour où vous êtes vraiment
très embêté, vous sortez un Napoléon et vous allez échanger pour l'équivalent de 300 € en denrées avec une autre personne. Aujourd'hui, comment on fait pour que ce soit liquide, c'est-à-dire pour que je dépense par exemple les plus-values que je serais en train de faire sur l'or? Bon, alors, on peut se dire que l'or n'est pas liquide tant qu'on n'en a pas vu. Mais globalement, si on compare par rapport à comment dire, l'actif moyen d'un Français, le Français qui est un petit peu propriétaire, ben, c'est quoi son patrimoine? Ben, c'est sa maison. Bon, sa maison, elle n'est pas liquide, par définition. Il peut avoir un peu d'assurance vie. L'assurance vie, en temps normal, c'est 2-3 mois pour être liquide dessus. En temps dégradé, il n'y a plus de liquidité parce que globalement, il n'y a plus d'assurance vie, hein. C'est même marqué dans la loi. C'est les premiers trucs qui sont confisqués. En cas de problème, c'est ça. On n'ira pas vous chercher votre or dans des coffres, hein. Aujourd'hui, il y a juste qu'à appuyer sur un bouton pour récupérer la valeur de ce qui peut être sur des comptes bancaires, etc. Donc par rapport à ça, l'or aujourd'hui est dans une posture, alors même si c'est que de l'or physique, de pouvoir être liquide, allez, dans une boutique, bah, globalement c'est le nombre de kilomètres que vous avez à faire pour l'amener dans une boutique, c'est le nombre de kilomètres que vous allez à faire vers une poste pour nous le renvoyer si la poste fonctionne encore. Bon, pendant le grand confinement, la poste marchait un petit peu moins. Ben à ce moment-là, on avait la liquidité par un système tel que le nôtre, donc au coffre, on vous renvoie sous 48 heures les fonds sur votre compte. Et puis on a notre système Veracash, qui est un système de wallet, non pas adossé à une devise comme l'euro ou le dollar, mais qui est un wallet qui est adossé, donc un portefeuille, un compte, ce que vous voulez, qui est adossé à de la matière métaux précieux, donc de l'or, sous deux formes en plus, pièces et lingots, et de l'argent en métal. Et là, de suite, transformable dans la monnaie du pays dans lequel vous vous trouvez, par le biais d'une carte de paiement. Donc là, en matière de liquidité, on peut difficilement faire plus. Et sur l'or, comme je le disais, on a toujours le choix. Vous n'avez pas le choix de la liquidité sur beaucoup d'autres actifs. Et je vais même vous dire, même sur la monnaie du pays dans lequel vous vous trouvez, quand cette monnaie, sa valeur dégringole, ok, elle va être liquide parce qu'avec votre brouette, vous pouvez courir très vite. Et ça va être très liquide de verser votre brouette pour acheter du pain. Mais voilà, mais une fois que la brouette est versée, que vous avez récupéré la miche de pain, ça va être compliqué pour organiser une deuxième liquidité sur la monnaie que vous n'avez plus, puisque par définition, elle a perdu toute sa valeur. Donc même sur une monnaie nationale, on peut avoir une liquidité qui est réduite à zéro pour plein de raisons. Aussi parce que les banques peuvent être fermées. Parce qu'on vous exclut du réseau SWIFT, Parce c'est quand qu'on même... vous exclut du réseau, oui, ça peut être ça. Donc là, la liquidité interpays n'existe plus. Mais même dans votre propre pays, typiquement, il y a de cela quelques jours, dans les grandes villes russes, ceux qui voulaient aller récupérer du cash dans les distributeurs automatiques, eh bien, il y avait de très très longue queue. Et donc finalement, il fallait être patient pour pouvoir récupérer quelque chose. Et quand le DAB il est vidé, eh ben, vous pouvez attendre devant, il n'y a rien qui va se passer. Et d'ailleurs, à ce moment-là, même les banques avaient mis en place une forme d'application mobile pour expliquer tel DAB, il y a encore du cash dedans, etc. Donc vous voyez, même sur le cash, ça peut être compliqué. Et d'autres exemples, tiens, sur le cash qui sont très intéressants. Chypre 2013, Athènes 2015. Alors là, les gens, ils avaient du cash sous les matelas. Mais comme le système bancaire était bloqué, les banques étaient fermées, en fait, et le cash sous les matelas, c'était plutôt des billets de 50 euros. Et ces billets de 50 euros, quand vous vouliez récupérer la monnaie dessus, je sais pas, vous payez, vous rentrez, vous prenez un café ou payez votre baguette, ben, face à vous, le commerçant ne pouvait pas vous rendre la monnaie parce que lui, il n'avait plus la monnaie, les banques étaient fermées. Et donc, vous aviez une monnaie qui a une valeur dans tous les autres pays du monde, et qui à ce moment-là, dans ce pays, ne valait plus rien parce qu'elle n'était même plus échangeable. Alors là, en matière de liquidité, là c'est un peu dommage, surtout qu'on est sur un actif qui est par définition ultra liquide. L'or, je vais vous dire une chose, hein, c'est une question d'offre et de demande. Et à tout instant, vous avez toujours quelqu'un qui est capable de vous donner le prix qui lui va bien pour vous reprendre votre or. Alors peut-être que ça ne sera pas le prix que vous attendiez, parce que quand on est dans l'urgence, quand on est le vendeur, on a toujours face à nous un acheteur qui va être évidemment opportuniste, mais un peu comme quand vous allez déposer des bijoux Ou dans un vide-grenier, un hein. vide-grenier, etc. Bon voilà, c'est l'offre et la demande. Mais il y aura toujours une valeur qui sera donnée. Quand vous arrivez avec une liasse de billets qui ne représentent plus rien parce qu'ils ne sont plus échangeables, eh ben, c'est pas mieux que les assignats à la fin du XVIIIe siècle.
Vous avez beau être passible de peine de mort parce que vous n'utilisez pas, mais si vous n'en voulez pas, vous n'en voulez pas, et personne ne vous forcera. Et bien sur l'or, on n'est absolument pas sur ce genre de logique, parce que l'or, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est un actif à géométrie variable. Ça peut être aujourd'hui une monnaie, ça peut être demain un bijou, ça peut être après un microprocesseur, ça peut être plein de choses en même temps. Et donc il y aura toujours une valeur pour cet actif tant que l'humanité existera telle qu'elle existe aujourd'hui. Si on revient à l'âge de pierre, ok, le problème ne se pose plus, il y aura d'autres choses à régler. Mais dans cet entre-deux, sachant que l'extrême en question, on ne le souhaite à personne, dans cet entre-deux, l'or a parfaitement sa place, quelle que soit sa forme, digitalisée ou physique. On va conclure. Je vous connais un peu. Je suis à peu près persuadé que cet or au taquet, avec des records, ça vous plaît pas plus que ça. Non, exactement. L'or, quand il bat ce genre de record, ce n'est jamais vraiment très intéressant parce qu'on peut passer sur des seuils qu'on a failli atteindre d'ailleurs en 2020, où à ce moment-là, il se déconnectait de la réalité vraiment primaire de laquelle il est issu, qui est justement le fameux échange entre acheteurs et vendeurs pour fabriquer des bijoux. Et quand on est sur un or qui est déconnecté de cette réalité, en fait, le soutien de son existence en temps normal pourrait disparaître, parce qu'à ce moment-là, ben, les acheteurs pour du bijou disparaissent et ils vont sur autre chose. On était quand même à deux doigts en 2020 de se retrouver sur une valeur qui devient qu'une valeur spéculative et qui en oublie ses fondamentaux. Bon, là aujourd'hui, c'est quand même un petit peu différent. Parce que sur le coup, on en revient non pas à de la spéculation, mais à vraiment à un besoin concret et à des problématiques qui sont quand même aussi liées à une géopolitique de l'or. Donc aujourd'hui, les stocks d'or, ils sont où? Comment ils sont mobilisables? Comment on les transporte? Bon, bah, typiquement, par exemple, l'or russe, plus personne n'y a accès, en dehors du Venezuela, de l'Iran et de la Corée du Nord, quoi, et peut-être de la Chine. Bon, ça veut dire que c'est un stock qui est perdu pour la cause pendant de nombreuses années. Ensuite, les transferts, les transports sont peut-être devenus compliqués par ailleurs. Donc voilà, je pense qu'on est L'accès aux mines, il y a des l'accès aux mines. grosses mines d'or en Sibérie. Exactement. Donc on est peut-être sur un modèle un petit peu différent de celui de 2020. On est moins sur un modèle spéculatif dangereux, mais en fait, il faut quand même être vigilant parce qu'on peut se retrouver, comme c'est le cas actuellement sur le blé. Ok, il y a une vraie pression parce que certaines zones d'approvisionnement sont en train de disparaître. En fait, il y a quand même le reste, et là, on est sur de la spéculation. Et ça pourrait être dangereux pour, de base, déjà aussi pour ceux qui achètent de l'or, pour ceux qui en ont besoin, et faire disparaître les fondamentaux. Donc oui, non, on ne se réjouit pas trop de ça, et on ne se réjouit pas non plus, parce que basiquement, on sait que l'or est à ce niveau-là, pour des raisons qui ne sont pas des raisons positives et porteuses d'espoir. Donc voilà. Merci beaucoup pour ce point très complet. On est revenu effectivement sur les fondamentaux de l'or. On espère que des nouveaux visiteurs ou de nouveaux téléspectateurs ont appris des choses. Et donc on se retrouve dans quelques semaines ou quelques jours. À très bientôt, et gardez le cap.